pense qu'il faut placer toutes les réalisations du président Mobutu dans le cadre de la recherche d'une indépendance économique. Comment expliquer cela? C'est parce qu'en 1960, je pense au mois de juillet, non, 3 semaines avant l'indépendance du Congo, il y a une loi qui a été votée au Parlement belge pour que toutes les entreprises qui faisaient partie du Congo belge, qui ont des sièges en Belgique, deviennent automatiquement des sociétés belges. Et ceux qui étaient au Congo sont devenus des sociétés congolaises. Mais en réalité, c'était une façon de voler aux Congolais toutes les richesses, parce qu'il y avait nos richesses, notre or qui était à la banque centrale du Congo, mais qui a été récupéré par la Belgique à travers la Banque nationale belge. Toutes les entreprises minières qui avaient des comptes à l'extérieur des sièges ont été récupérés par les Belges, mais les Congolais ont gardé quelques petites entreprises avec leurs sièges d'exploitation. Donc les sièges administratifs qui géraient les entreprises étaient placés toutes en Belgique. Donc c'est une loi là qui a créé une certaine confusion, un certain détournement, un certain vol des biens de Congolais. Donc dans l'imaginaire de tous les Congolais, de tous les patriotes nationalistes congolais, il fallait récupérer cette autonomie économique, cette indépendance économique. Donc c'est ainsi que Mobutu, sous pression des intellectuels, comme les commandants Kamanda et les autres, ont fait pression pour que le Congo récupère son indépendance économique. Et le premier acte qu'il a posé, c'est la nationalisation de la Gécamine. Donc la Gécamine, c'était l'union minière du Haut-Katanga. Et dès que Mobutu a nationalisé, c'est devenu la Gécamine. Donc tous les biens qui appartiennent à la Gécamine, au moins chez les privés, sont devenus des biens de l'État congolais. Donc les capitales et les autres, les sièges d'exploitation qui étaient basés au Katanga. Donc c'est le premier acte que Mobutu a posé. Et ça lui a créé beaucoup de problèmes parce que ça touchait au cœur des intérêts coloniaux. Et là, nos amis belges, nos amis anglo-saxons n'étaient pas très contents. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans la guerre, dans la session katangaise, l'Union minière de Katanga était impliquée avec tous les hommes d'affaires et toutes les multinationales anglo-saxonnes qui ont soutenu Tchombe pour faire la session katangaise et créer un État indépendant du Katanga. Après ça, je pense que dans le toujours cadre de donner au Congo leur autonomie économique, le président Mobutu a créé des entreprises. La première entreprise, parmi les ce qui est connu, il y a l'Air Zaïre. En fait, tout était sous le contrôle des Occidentaux, les Belges en particulier. Il fallait maintenant qu'on ait nos propres avions. Et il y a un ancien pilote, c'est pas Jasseli, il y a un autre là, je pense Ilonga ou bien quelqu'un d'autre, qui expliquait comment ça s'est passé. Donc chez Mobutu, il y avait cette volonté de libérer l'économie congolaise de l'emprise extérieure. Il a vu des Noirs, des Congolais, qui étaient formés en Belgique, qui pilotaient des avions DC-3, DC-4, très bien. Mais un jour, il part au Katanga, on lui montre des gars qui savaient conduire, donc piloter des avions. C'était difficile, donc on ne peut pas s'expliquer à cette période que des Noirs Congolais conduisent. Et ils ont eu la chance d'être envoyés en Belgique pour être formés comme pilotes. Et ils ont décollé, des pilotes congolais ont décollé avec DC-3 jusqu'à, je ne pense pas, Kamina, mais oui, à Kamina base. Et Mobutu a vu ça. Et on a fait les rapports à Mobutu. Il dit, mais tu vois, ces jeunes gens-là, ceux qui conduisent, qui pilotent cet avion, Mobutu n'en revenait pas. Et Mobutu leur demande de monter dans l'avion. Il dit, désormais, on va voir s'ils sont capables que les jeunes gens-là, qui pilotent l'avion, que quelques membres de son entourage entrent dans cet avion, qu'ils décollent. Ils ont décollé ensemble. Et puis c'était très bien fait, donc les gens ont beaucoup apprécié. Maintenant, il y a eu des discussions entre Mobutu avec les jeunes pilotes. Il dit non, ça sont les avions déjà dépassés. Nous devons acheter de nouveaux avions. C'est ainsi que Mobutu a fait partout moyen pour acheter des Fokker. Donc on était presque le seul pays en Afrique noire où les Noirs pilotaient avec nos propres avions.
Donc il avait cette volonté de la grandeur de ces pays. Et cette grandeur devrait aussi s'exprimer sur le plan économique. Après avoir acheté les Fokker, il est parvenu à acheter les C-10. Je pense que le commandant Ilonga et Yassiliwa, je pense qu'ils sont déjà vieillis, qui ont piloté donc, notre DC-10 quand vous avez acheté. Et ça coïncidait, ça c'est mon collègue qui a expliqué. Ça coïncidait avec l'arrivée, avec le match de boxe Mohamed Ali Foreman en 1974. Et il y avait des petits problèmes. On avait acheté l'avion. Et Mobutu a préféré, pour masquer un peu les difficultés qu'on avait, pour qu'on aille dans des pays sud-américains et récupérer des Noirs américains. Johnny Pacheco, tous ces musiciens-là, on est parti les récupérer. Et puis ils sont retournés. On a pris Mohamed Ali, qui était dans l'avion. Mohamed Ali voit l'avion décoller. Il les regarde, des Noirs qui conduisent, qui pilotent. Il n'en revenait pas. Parce que comme il était noir américain, il était maltraité là-bas. Pour la première fois qu'il voit que ce sont des Noirs qui pilotent des C-10. Et paraît-il qu'ils sont passés par la Libye pour atterrir. Ils ont atterri. Kadhafi ne croyait pas que c'était des Noirs qui conduisaient, donc qui pilotaient. Les jeunes pilotes, ils ont décollé, ils ont fait des tours, ils ont encore atterri. Donc Mobutu était très fier. Donc on était le seul pays en Afrique noire qui avons les C-10. Donc c'est pour vous dire que dans tout ce qu'il avait, il avait cette volonté d'avoir l'autonomie, l'indépendance économique, de se libérer, de montrer aussi aux Blancs, parce qu'il faut coïncider, il faut dire que cette période coïncide avec la période du recours à l'authenticité. Donc il fallait montrer que les Noirs étaient capables. Donc pour cela, il fallait des avions. Il a acheté aussi des bateaux avec SEMZ, il a créé. Parce qu'il faut dire que tout ça était dans le domaine de la colonisation. Il tenait à ce qu'on se libère la colonisation belge. Il a fait SEMZ. Vous savez, il avait acheté des bateaux. Pour aller à Bruxelles, on partait avec Air Zahir. Les marchandises, c'était, comment dirais-je, c'est SEMZ qui amenait ça. Donc, ce sont des choses que notre peuple doit comprendre. Donc, doit apprendre qu'on ne vient pas guinéen. Comme on est dans ces situations difficiles, il faut vite se reconnecter à cette grandeur, à toutes ces réalisations, pour recréer encore des ambitions de grandeur dans le cœur des Congolais. Mais ce qui est aussi beaucoup plus important, ce qu'il a fait, c'est les barrages d'Inga et les ponts Maréchal. Les barrages d'Inga, c'est pas lui qui était à la base de ça, c'est depuis la colonisation on a pensé que les barrages d'Inga pouvaient donner beaucoup de courant à travers le Congo pour que le Congo se développe. D'ailleurs, il y a Jean-Claude Willam qui a publié un ouvrage sur les barrages d'Inga pour dire que c'était un éléphant blanc. Personne n'y croyait. Oui. Tu vois, l'homme voyait plus loin. On a construit des barrages. Donc le courant partait de Bas-Congo jusqu'au Katanga. Mais ça avait un objectif économique, mais aussi politique. Économiquement, il fallait qu'on produise beaucoup plus de cuivre, parce que ça demande beaucoup plus de courant. Mais politiquement, ou bien géopolitiquement, comme les Katanga voulaient toujours quitter, donc se séparer du Congo, soutenu par les anciens colonialistes, les anciennes entreprises coloniales, c'est ainsi que si on fait les barrages, on donne du courant à partir de Kinshasa jusqu'au Katanga, ça crée un lien. Donc c'est ça pour laquelle il tenait à ce qu'on fasse ça. Et puis il y a aussi les ponts Maréchal. Mais ce pont avait pour objectif, c'est construit par les Japonais, qui est les autoroutes, mais aussi les trains. Mais vous savez, comme chez nous en Afrique, quand vous n'êtes plus chef, tout s'effondre. Et il est parti, il n'a jamais terminé ça. Donc, Mobutu avait aussi un esprit d'industrialiser le Congo. On a créé Maluku, sidérurgie de Maluku. On fabriquait ici des bétons de fer. Tout était fait. Mais l'objectif, c'était qu'avec le temps, comme il y a beaucoup de fer à Luebo, il y a aussi beaucoup de fer à Kisangani, qu'on soit capable de transformer ce fer sur place. Pour ça, il faut voir une sidérurgie de Maluku. C'est comme ça qu'on a construit. Donc, l'homme avait quand même un esprit de grandeur. Il faut dire qu'il n'était pas seul. Mobutu a eu la chance de s'entourer des intelligences.
Si vous regardez dans l'entourage de Mobutu, ce n'était pas n'importe qui pouvait être conseiller, c'est pas n'importe qui devait être ministre. Et puis, il faut dire que lui, en tant qu'ancien journaliste, il avait un autre regard sur l'évolution de la situation du Congo. Et comme il disait aussi, et surtout, quand il voyageait, il voit les autres fonctionnaires. Il est parti en Chine, de retour. On a changé, on a commencé à porter des abakos. Donc, il voulait que les Congolais soient différents des autres. Et c'est vrai, les Aïrois. Parce que dans les temps, quand on voyait les Aïrois, on les respectait. Pas comme aujourd'hui, n'importe qui, même les Rwandais commencent à se jouer de nous. Du temps de Mobutu, on ne pouvait pas faire ça. J'étais au Cameroun, dans une conférence avec des militaires. Un colonel, il nous expliquait, je pense quand on a acheté les avions Maquisard, c'était des avions de combat donc italiens, c'était le seul pays qui avait ça en Afrique. Les avions sont arrivés jusqu'à Douala. Ils ont atterri. En décollant, ils ont fait un bruit terrible. Les colonels étaient encore militaires, ils étaient militaires mais ils n'étaient pas gradés. On pose la question, ça appartient au Zaïre. On avait beaucoup de respect pour nous. Beaucoup. Ces avions décollés de Mobutu, c'était un homme, il peut avoir ses défauts comme ses qualités, mais il avait cette volonté de puissance que beaucoup de nos dirigeants aujourd'hui n'ont pas. Donc beaucoup de nos élites. Mobutu avait une volonté de puissance. Il avait peut-être compris que le Congo, c'est une puissance, mais ce qui lui manquait, c'était l'élite. Vous savez, les Belges n'ont pas formé des gens pour prendre des initiatives. Les Belges ont formé des capitans. Des gens qui doivent attendre, Muzungu Anasema, les Blancs a dit. Donc nous sommes dans cette vision-là. Mobutu a voulu changer cette vision de Muzungu Anasema, Muzungu Diomungu, les Blancs a dit. Donc prendre l'initiative. Et ça, je pense qu'il est temps que les nouvelles élites se reconnectent à cette volonté de puissance. Parce que ça fait partie de notre ADN. Le Congo, c'est une puissance, ça ne peut pas être dirigé par des élites faibles. Et il faut revenir ici, Mobutu ne gérait pas seul. Mobutu gérait avec des intelligences. Dès que vous êtes à l'université, vous êtes sélectionné, vous êtes suivi. Il ne prenait que des meilleurs. C'est vrai, ceux qui n'étaient pas d'accord, soit on les tuait, soit ils fouillaient les pays. Mais être médiocre dans l'entourage de Mobutu, non. Ça, c'est l'une des qualités qu'on peut lui reconnaître. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut tirer de lui. Donc, bref, tout ce qu'il a fait pendant son règne, c'était pour donner la grandeur. Mais il a commis l'erreur avec la zéranisation. C'était une bonne idée. Parce que toute l'économie était contrôlée par des Belges, en 1913. Il dit non, c'est pas normal. C'est qui décide de tout. Nous faisons quoi? On va nationaliser, zéraniser les biens. Mais l'erreur qu'il a commise, on a donné ces histoires réalisées à des politiciens. Donc on n'avait pas formé des cadres, des hommes d'affaires qui pouvaient prendre ça en main et repartir avec. Donc quand quelqu'un qui est un politicien, un cousin ou bien frère, dès qu'il devient, il hérite un peu une grande entreprise, première chose à faire, c'est avoir plusieurs femmes, avoir de belles voitures, commencer à voyager. C'est pas que le commerce ou bien les affaires, il faut toucher sur les bénéfices. Lui confond les bénéfices et les ventes, les recettes de vente. Donc, c'est ça peut-être la grande erreur qu'il avait commise. Mais l'idée était bonne, parce qu'on ne peut pas gérer un État dont l'économie est contrôlée par les étrangers. C'est comme aujourd'hui. Nous tombons dans le même piège. L'économie congolaise est dans les mains des étrangers. Toutes les banques que vous avez aujourd'hui sont gérées par... Il n'y a aucune banque congolaise. Toutes les mines que vous voyez là, ce sont des mines congolaises. D'ailleurs, il n'y a plus rien pour le Congo. Le Congo est vendu. C'est pour ça que les gens disent, si Mobutu était vivant, on n'est pas vendu ce Congo. Le Congo est vendu. Et les multinationales sont très malignes, ils sont toujours comme ça. Pendant des périodes difficiles de transition, ils s'arrangent avec l'équipe en place pour mettre la main sur les richesses. Et quand le régime qui va venir après, c'est tout dans des pétrins. Ça s'est passé en 1906, quand on voulait ravir l'État indépendant du Congo à Léopold II, Léopold II a créé des entreprises privées avec des multinationales occidentales.
Donc, tout ce qui était pour l'État congolais, c'est passé dans les mains des privés. Ça, c'est en 1906. 1960, on voulait que les biens du Congo reviennent à l'État congolais indépendant. On a fait la même opération. Les Belges ont fait voter une loi quelques mois avant l'indépendance, où tous les sièges et les comptes des entreprises qui étaient congolaises, mais qui se trouvaient en Belgique, deviennent pour la Belgique et pour les privés. Donc, ce que je disais ici, c'est ce qui était à la base du contentieux belgo-congolais. Et Mobutu a récupéré en faisant la nationalisation, la GECAMIN, mais aussi en faisant la zérénisation. Mais le drame dans tout ça est que si nous voulons tirer les leçons de l'histoire, nous voulons faire quelque chose, il faut une préparation. Il faut faire parler les élites et faire des plans 5, 10 ans, 20 ans. Parce qu'on ne peut pas comprendre un pays comme le nôtre, l'économie est sous le contrôle des étrangers. Et ce n'est pas normal. L'histoire ne peut plus se répéter. Je pense que avec le président Tshisekedi, il est conscient, parce qu'on voit ce qu'il a commencé à faire avec cette guerre à l'Est, qui est une guerre de pillage. Ceux qui sont derrière le Rwanda, ce sont les multinationales, ceux que beaucoup de gens ne savent pas, qui étaient à Berlin en 1885, quand on crée le Congo, l'État indépendant du Congo. Ces multinationales ont signé des accords de concession avec Léopold II, pour 100 ans, donc on a 9 ans de concession. Donc des concessions minières, qui étaient au Katanga et au Kivu Ituri. Ces concessions minières, donc la durée est arrivée à terme entre 1990 et 2012. Et quand vous faites une analyse, c'est pendant cette période qu'il y a instabilité, qu'il y a des guerres. Donc, pour ces multinationales qui ont signé des accords avec Léopold II, il fallait par tous les moyens prolonger ou bien signer de nouveaux accords de 9 ans. Ce qu'ils avaient signé avec Léopold II. Or, le Congo est indépendant. Que faire? On passe par les guerres. En faisant des guerres, c'est eux qui sont au Kivu. Cette guerre qui est au Kivu, tout comme au Katanga, c'est une guerre entretenue par ces multinationales qui étaient à Berlin en 1885 et qui ont signé des accords avec Léopold II. Maintenant, que faire? Ils prennent le Rwanda et l'Ouganda, on fait la guerre pour contrôler les mines. Ils sont parvenus. Dès qu'on a tué Mzee Kabila, l'AFDL est arrivé, on a tué Mzee Kabila, on a fait ce qu'on peut appeler le code minier. Ce nouveau code minier, le premier code minier, a été financé par la Banque mondiale. Et ça donnait tous les droits aux multinationales qui étaient à la base de la guerre à l'Est. C'était ça. Et pendant 10 ans, on ne devrait pas revoir ce code. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Et curieusement, les 10 ans du code coïncidaient avec presque la mandature de Kabila. Donc on devrait vers 2010 revoir le code. On a fait les discussions de 2010-2012 jusqu'à 2016, je pense, et 2017, on a revu le code. Et ce code maintenant, la révision de ce code, ça coïncide avec 5 ans de mandature du président Tshisekedi. Donc, ce n'est pas par hasard qu'ils ont signé ce code. Cette année, on va revoir encore certaines histoires du code. Donc, ces gens, comme d'habitude, ils vont faire pression sur le président Tshisekedi pour qu'on renégocie le contrat en leur faveur. Parce que ces gens, dans leur mentalité, ils estiment que toutes les mines, toutes les richesses de l'Est là, leur appartiennent. Parce qu'ils ont signé des accords avec le pôle 2, le régime devrait venir 9 ans après, devrait continuer. Or, le Congo indépendant, on ne peut pas continuer avec ça. Voilà les crises, voilà les guerres à l'Est du Congo, sous l'angle économique. Donc ceux qui nous font la guerre là, ce sont des entreprises belges. Vous avez des entreprises anglo-saxonnes. C'est ainsi que les présidents qui peuvent parler, personne ne l'écoute. Donc nous ne faisons pas la guerre contre les Rwandais et l'Ouganda, nous faisons la guerre contre les multinationales occidentales, pour la plupart qui étaient à Berlin en 1885. Donc nous sommes pendant une période de transition.
Une chance pour nous, parce qu'ils ne sont plus seuls. La Chine a émergé, vous avez la Russie, vous avez l'Inde. Donc sur le plan géopolitique, les choses ont changé. Maintenant, c'est aux Congolais d'avoir des gens solides, qui ont le sens de l'histoire, le sens de la géographie, pour essayer un peu de s'organiser, enfin, de créer un rapport de force avec ces prédateurs occidentaux qui sont à la base des malheurs des Congolais et du génocide congolais. Donc, aujourd'hui, le destin est dans les mains des Congolais. Si on veut que les mecs ça change, c'est à nous. Les autres peuvent nous aider, mais ils ne sauront pas prendre notre place. Donc, c'est ça le message. Quand on parle de réalisation de Mobutu, c'est pour qu'on puisse se reconnecter à ça. Qu'on ait, ce qu'on peut appeler la mémoire. C'est important. Parce qu'on a l'impression qu'on invente l'histoire, on invente la roue. Non. Il faut aller dans l'histoire pour comprendre ce qui nous arrive aujourd'hui. Et pour cela, il faut voir qu'est-ce que Mobutu a fait, qu'est-ce qu'il a réalisé, et dans quelles conditions, pourquoi il l'a fait, pour qu'on tire des leçons et qu'on ne tombe pas dans les pièges. Voilà un peu ce que moi je vais parler de réalisation du président Mobutu. Je pense que ce n'est pas tout. Il y en a encore beaucoup que je n'ai pas pu donner. Mais on laissera l'histoire faire son travail.